On vient d'entendre beaucoup de choses dans ce que nous a dit Frédéric à l'instant, hein, qui nous a fait un peu un point sur la nécessité du coup de porter ce plaidoyer, ce sur quoi, enfin quel sillon il va falloir creuser. Il y a une thématique bien entendu qui occupe le champ associatif, mais qui est bien plus large, c'est la question politique par excellence. On sort de grosses séquences, comme vous le savez, présidentielles, législatives, qui ont conduit à une fois de plus poser un constat qui est dramatique, la question de la participation démocratique, la question de l'abstention, la question de la défiance, la question de la confiance vis-à-vis des institutions, plus largement la question de la participation, à quel niveau cette participation peut-elle s'opérer, comment est-ce qu'on retisse un lien, comment on fait en sorte de remettre le citoyen, l'individu, l'usager au cœur du politique, pas de la politique partisane. C'est de ça dont on va discuter parce que clairement, on voit bien que c'est au cœur du mouvement associatif, non pas en tant que structure, mais le mouvement associatif en tant que tel, les associations, celles qui sont au plus près de ces citoyens, au cœur des territoires, au cœur des quartiers populaires, qui font vivre justement ce lien et qui recréent ce lien social, que cette question se pose. Alors, on va faire en sorte justement d'essayer de réfléchir à comment faire pour revitaliser. Alice Barbe, cofondatrice de Singa. Singa, ça a été créé de mémoire. On ne va pas faire semblant, on se connaît tous, hein, on va se tutoyer. Pardon, hein, mais Singa, c'était 2012, pardon. Moi, c'est vrai que je l'ai vu arriver dans mon spectre en 2015 avec les arrivées de Syriens notamment. Vous avez investi le 18e, enfin on se souvient de la manière dont tous les bénévoles en fait ont investi et ont fait en sorte que on pallie, pardon, alors ça c'est moi qui m'exprime, mais on pallie les lacunes de l'État, clairement. Entre-temps, tu es devenue présidente de l'Académie des futurs leaders, tu vas nous en dire un mot, évidemment. Sarah Durieux, ancienne directrice de Change.org, consultante et formatrice en activisme, ça c'est la classe. Donc, en gros, c'est comment faire du community organizing, si on doit le dire clairement. Change, c'était donc je pense que vous connaissez tous, mais c'était une plateforme de pétition en ligne qui a permis en fait de mettre dans le débat public des problématiques qui interpellaient une communauté. Et David Jays, essayiste, auteur de Slow Démocratie, entre autres, et du nouveau modèle français. David, on t'entend beaucoup sur les radios, pas du tout. C'est important de t'entendre, mais c'est important justement de débattre un petit peu tout ça. Peut-être votre constat à tous les trois quand on parle de revitalisation démocratique, de l'endroit où vous êtes. Quel constat feriez-vous et pourquoi vous avez décidé de vous engager sur ces questions démocratiques ? Alice, allez. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis très heureuse d'être là et je suis très heureuse qu'il y ait du monde dans la salle, surtout en cette journée de remaniement ministériel. Et je suis sûre que ça a fait l'objet de nombreuses conversations pendant les pauses café. Alors moi, mon constat, ça fait 2 ans que j'ai un peu ce sentiment que en tant que ex-dirigeante associative, on fait partie des personnes qui sont souvent dans d'éventuels castings. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui ont eu ce sentiment-là, qu'on pouvait entrer en politique, qu'on était légitime pour entrer en politique, que les combats qu'on menait tous les jours sur le terrain dans le monde associatif étaient des combats qui étaient purement politiques. Et moi, ce que j'ai ressenti ces dernières années, c'est une forme de défiance aussi. Une forme de défiance parce que j'entends souvent des phrases comme « il faut être fou pour entrer en politique »,« ils sont tous pourris, on n'a pas envie d'y aller ». C'est très très régulier. Et il y a cette question de dire « ok, mais pourquoi il y a cette défiance ?» Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historienne. Il y a toute une histoire à raconter sur les partis politiques et leur évolution depuis 120 ans. Mais le constat est celui-là. Il y a très peu de gens, notamment du côté humaniste, progressiste, des gens qui se battent pour l'égalité, pour la justice sociale, pour le climat. Je pense aussi aux enjeux de démocratie, qui est le sujet aujourd'hui, qui sont pas forcément, en tout cas côté société civile, enclines à se dire « je vais y aller ». Et les partis ont beaucoup de mal à attirer ces profils-là, enfin, on va dire les partis progressistes, qui se fondent sur les principes de la démocratie, alors qu'en face,
il y a le camp de l'extrême droite qui, lui, est quand même assez doué pour se former, qui se prépare depuis 40 ans aussi, on ne va pas le nier, qui a des écoles, qui fait du community organizing, qui a des colonies de vacances, qui emmène les gens à apprendre le droit constitutionnel et la boxe thaï. Je pense à Génération Identitaire, par exemple. Et du coup, le constat amenant à me dire il y a peut-être quelque chose à faire dans tous ces univers, qui est d'encourager les personnes de la société civile qui sont soutenues, qui ont mené des mouvements, qui incarnent des luttes fortes, et de leur donner tout un tas d'outils qui va faire qu'elles se sentiront plus à l'aise et plus légitimes pour entrer en politique. Et ça, c'est donc la genèse de l'Académie des futurs leaders. Juste pour faire un petit peu un point sociologique, là, il y a la première cohorte des diplômés qui est sortie, dont Stéphane Ravaclet, le boulanger de Besançon qui avait fait une grève de la faim pour faire en sorte de faire régulariser son apprenti. Je me trompe pas. Il a été candidat NUPES. Il n'a pas été élu cette fois. Mais est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur la sociologie de cette première génération de diplômés ? Alors, je ne vais pas mentir, on est très influencé par les États-Unis. Mon associé Mishka Bengio est un Français basé à New York qui connaît bien les écosystèmes, notamment d'accompagnement du Parti démocrate. Je pense à Brand New Congress ou Justice Democrats, qui a accompagné notamment Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres femmes qui sont devenues députées qu'on appelle le Squad. Il y a aussi évidemment l'influence de la Fondation Obama, dont j'ai fait partie de la promotion des boursiers en 2018-2019 à New York. Et on s'est inspiré d'eux, notamment sur la question de nomination. On ne voulait pas des super-héros qui étaient aussi peut-être menés parfois par un ego mal placé. Et du coup, on a appelé n'importe qui, n'importe où. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous dire ce soir, on relance les nominations cet après-midi. On relance les nominations cet automne. Et si il y a des gens dans votre entourage que vous rêvez de voir en politique, n'hésitez pas à les nominer sur notre site à partir du mois d'octobre. Donc, on a fait cet appel. S'il y a des gens que vous souhaitez voir en politique, vous pouvez les nominer. Ça a été 350 nominations, je m'y attendais pas du tout. Et un jury pour au final en sélectionner une douzaine, dont Stéphane Ravaclet, mais également Ismaël Lemoyle, le cofondateur d'Hello Asso, Priscilla Udowski, qui avait lancé cette fameuse pétition qui a fait démarrer tout le mouvement des Gilets jaunes. Et ces profils qui ont été sélectionnés sur la base de leur capacité à mobiliser, des grosses mobilisations autour de la justice sociale, l'environnement et la démocratie. Donc on est allé vraiment chercher dans des univers et des territoires qu'on ne connaissait pas forcément. Et ils ont fait leur rentrée le 4 janvier pour 6 mois. On est sur le campus de l'Université de Columbia à Paris. Donc c'est vraiment une école. Il y a 3 jours de cours par semaine. Ça fait beaucoup de profs. On a eu 90 intervenants. À la fois des personnalités politiques bien sûr, mais aussi des enseignants de Sciences Po, de Columbia. Et on a une très forte dimension sur la santé mentale et le développement personnel. Et on a fini ça mercredi dernier. Bravo. Merci Alice. De toute façon, l'idée c'est de converser, donc on va voir justement dans quelle mesure ce que tu as créé, parce qu'il y a autre chose, enfin, on se souvient, et toutes les deux vous avez participé à l'aventure investie, ces trajectoires comme ça qui font en sorte de faire émerger des personnalités de la société civile, de les armer face aux politiques, face à, enfin, voilà, est-ce qu'il faut des savoir-faire, est-ce qu'il faut des techniques, est-ce que finalement on est à ce point aujourd'hui dans un espace hors sol, et là je vais me tourner vers David, qui fait qu'il faudrait, là où auparavant un ouvrier finalement, parce qu'il se formait via le syndicalisme, via les mouvements de jeunesse, via l'éducation populaire, en fait arrivait à se donner les clés d'un système qui est peut-être aujourd'hui absolument fermé. Faut-il en passer par des écoles? Faut-il en passer par voilà, la formation de cohortes? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est dans un système qui est complètement gazeux, mais au point de ne plus représenter personne que lui-même? D'abord, peut-être un mot pour vous remercier de votre invitation. Je suis moi aussi très content d'être là. Tu as raison, même si je nuancerai un peu, c'est-à-dire on a la nostalgie des syndicats et des partis. Il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers en politique non plus dans les années 50 et 60. Et il n'y avait pas du tout de femmes, ou quasiment pas. Et en réalité, mais il y avait, c'est vrai, notamment dans le syndicalisme ouvrier, dans certains partis de gauche, des promotions sociales. Il ne faut pas oublier que, par exemple, que Pierre Bérégovoy était un tourneur-ajusteur. Tourneur-fraiseur. Ouais. Et ça, aujourd'hui, ça a complètement disparu des écrans radars.
En fait, ce qui est frappant, c'est la coupure qu'il y a entre la vie politique représentative, enfin, les gens qui ont les mandataires, ceux qui ont des mandats, et la société. Et on le voit à la fois avec l'abstention qui progresse et qui prend des proportions absolument sidérantes. Entre les municipales, les régionales et les législatives, on voit que y a des pans entiers de la société française où tout ça est... 70% d'abstention régionale au deuxième tour oui. l'année dernière. Et aux législatives, chez les 18-30 ans, on est sur du 85% d'abstention à peu près. Donc, en fait, il y a des pans entiers de la société pour qui tout ça n'est qu'une lointaine musique d'ascenseur. Donc, d'ailleurs, quand le commentariat politique dit « Ah, il y a 3 blocs le bloc libéral, le bloc de gauche, le bloc d'extrême droite », en réalité, il y a 3 petits îlots au milieu d'un océan d'abstention. C'est plutôt ça, la description du paysage. Et en même temps, ça ne veut pas dire que la société française est dépolitisée. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il se passe des choses extraordinaires dans les territoires. J'ai eu la chance, par mes fonctions et pour plein d'autres raisons, de parcourir énormément le pays ces derniers mois. Et je ne peux pas aller dans une commune de 2500 habitants sans tomber sur un tiers-lieu, sur une démarche associative, sur des gens qui rénovent un ancien cloître pour en faire un lieu d'écotourisme ou un centre de conférence. Donc il y a une vitalité associative extraordinaire dans le pays et il n'y a plus de pontage entre les deux. C'est vrai qu'avant, tu parlais du syndicalisme, on arrivait à faire des liens entre le syndicalisme, la vie politique, etc. Et il y a même des pays comme le Danemark qui, en fait, où il y a un lien organique, en quelque sorte, entre les deux. C'est des démocraties politiques qui sont aussi des démocraties sociales. Voilà qui est très surprenant, justement, alors que nous faisons face à des transitions et à des défis. Je pense à la transition écologique. Mais il y a aussi la question évidemment sociale, la question démocratique, qui nécessite d'embarquer toutes les forces de la société, à la fois les citoyens, mais aussi les forces organisées. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'articulation entre les citoyens et les organisations. Donc ces défis absolument majeurs, je veux dire, réussir la transition ou la bifurcation écologique, c'est des milliers de milliards d'euros d'investissement, c'est un changement complet de nos modes de vie, de nos habitudes, de notre urbanisme, de nos façons de produire, de nous déplacer, de nous alimenter, nos paysages, notre urbanisme, tout. Et aujourd'hui, on a une classe politique comme ça qui est totalement évanescente, déconnectée, hors sol, et une vitalité associative, mais qui est extrêmement dynamique dans les territoires, mais qui a encore du mal à passer à l'échelle. Or, les solutions qu'on doit inventer, notamment pour le climat, c'est des solutions d'échelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réinventer complètement l'architecture de notre démocratie, et on pourra développer peut-être tout à l'heure, mais aller vers ce que j'appelle, moi, une démocratie des parties prenantes. C'est-à-dire une démocratie politique, oui, il y a des élus, il y a des décisions politiques, etc. Mais il y a aussi une démocratie économique et une démocratie sociale. Et tout ça doit marcher ensemble. On n'est pas des citoyens comme ça, hors sol, on est aussi des travailleurs, des salariés, des usagers, des consommateurs. Et toutes ces dimensions doivent se réconcilier dans ce que j'appelle la démocratie des parties prenantes. Mais justement, on y reviendra. Et ça, Sarah, quand David nous dit finalement aujourd'hui on a affaire à une classe politique hors sol, avec finalement des commentateurs qui vont te dire qu'on est dans une forme de désaffiliation, de fatigue démocratique, que les gens sont des feignants, qu'ils ne prennent pas soin de la démocratie parce qu'ils ne vont pas voter, dont acte. Voilà, on n'est pas là pour commenter ce que disent les commentateurs. Toutefois, ce qui est assez intéressant, c'est de voir cette fracture entre cet engagement associatif au plus près en fait de son quotidien, qui est extrêmement, il y a une vitalité rare. Ce sont les espaces de la transition, ce sont ces espaces d'intelligence collective où le futur s'invente, voilà, et on l'a vu pendant toutes les crises qu'on a pu connaître, le Covid, je ne sais pas à vous ici que je vais le raconter. Ce qui est assez intéressant, c'est comment expliquer, selon toi, que cette vitalité-là, elle n'infuse plus. Est-ce que du coup, voilà, c'est parce qu'on est dans trop de jupitérisme ou parce que nos institutions sont peut-être trop verticales? Comment est-ce que tu penses que retrouver de l'horizontalité, c'est possible? Ou peut-être plus largement, c'est parce qu'on a abandonné l'espace de la politique pour se dire qu'on peut faire du politique ailleurs?
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il y a une vitalité. Je vais juste donner un chiffre pour qu'on se donne bien l'ampleur. Alors, bien entendu, je parle du point de vue de l'expérimentation qu'on a fait avec change.org et qui a été assez massive. C'est qu'en 2012, quand on a lancé la plateforme en France, il y avait 60 000 Françaises et Français qui utilisaient le site en anglais. Donc déjà, ils étaient très courageux quand même. Ils avaient vraiment envie de lancer des pétitions. Donc une fois qu'on a adapté le site pour qu'il puisse être utilisé par des Français, en l'espace de... donc je suis partie l'année dernière en 2021. En 9 ans, on est passé de 60 000 à 12 millions d'utilisateurs de la plateforme et utilisatrices. Donc ça dit quelque chose, et ça n'est qu'un micro-écosystème dans tout ce qui se passe dans notre pays, de montrer que, comme tu le dis, cette espèce de fable de on ne s'intéresse pas à la politique, les gens n'en ont rien à faire, ils sont apathiques, elle est absolument fausse. Et je suis sûre que sur vos territoires, dans vos projets associatifs, vous le voyez également. Donc ça, c'est une certitude. Je pense que ce discours, il a une fonctionnalité politique. Clairement, aujourd'hui, on le voit, que ce soit l'ensemble des parties prenantes aujourd'hui qui sont sur le champ électoral, a une vocation. Et je pense que le pouvoir qui est en place aujourd'hui a une vocation à ne pas stimuler la participation parce qu'en effet, je pense que ça pourrait aboutir à un changement politique qui serait majeur. Et nous, on a besoin de faire ce travail en tant que partie prenante, comme tu disais David, en tant qu'associatif, en tant que syndicat, en tant que responsable politique, à aller chercher cette dynamique qui se trouve sur les territoires. Alors comment on fait? Et je veux revenir à ce que tu dis, Nora, à l'instant. Le problème, je pense, qu'on doit résoudre aujourd'hui en tant qu'acteur, on va dire, intermédiaire ou partie prenante, c'est qu'on doit sortir d'une forme, en effet, de verticalité et qu'on doit sortir d'une forme de on sait et on va aller chercher les gens pour qu'ils sachent. Les gens savent. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'infrastructures, de ressources et de soutien. Donc nous, en tant qu'acteurs, qu'on soit encore une fois responsables d'associations, responsables de partis politiques ou de syndicats, sortons de cette posture de « nous savons, allons chercher les gens » et commençons à penser que font les gens et comment est-ce qu'on peut accompagner en fait le développement de leur pouvoir collectif. Et je pense que déjà, ne serait-ce qu'en termes de vision politique, c'est beaucoup plus stimulant pour nous, c'est plus stimulant pour les gens à qui on s'adresse, et c'est aussi une meilleure manière de construire des solutions. Je pense qu'on l'a prouvé 1000 fois dans les années qui sont passées et dans l'histoire. La Convention citoyenne pour le climat, d'autres exemples ont montré que les citoyennes et citoyens savent ce dont ils ont besoin, ils sont capables de l'organiser politiquement, ils sont capables de réfléchir à des politiques publiques. On sort du paternalisme donc. On sort complètement du paternalisme, merci. Et je pense que sans vouloir mettre ma casquette de féminisme, la raison pour laquelle on fonctionne comme ça, d'ailleurs que l'on soit homme ou femme, c'est parce qu'on a une vision paternaliste, parfois patriarcale, de domination de ce que doit être l'engagement citoyen et à quoi il doit ressembler. Et parce qu'on pense qu'on sait. Je dois dire que moi, j'ai été confrontée très, très fréquemment à une forme d'élitisme quand je parlais des pétitions citoyennes lancées sur change.org. On me disait, mais finalement, il y a des choses plus importantes que ça. Cette pétition, est-ce qu'elle est bien pensée? Et on a besoin de sortir de cette approche élitiste de l'engagement. Mais par contre, il faut qu'on soit ambitieux. Donc on peut ne pas être élitiste, mais être très ambitieux dans ce qu'on veut faire. Donc concrètement, à quoi ça ressemble, et je vais m'arrêter là, ça ressemble à construire des projets associatifs et des projets politiques basés sur soit ce qui a déjà été expérimenté qui fonctionne. On n'est pas obligé de lancer une énième consultation sur un sujet qu'on a déjà exploré en long, en large et en travers. Donc regardez ce qui a été expérimenté, ce qui fonctionne, les conclusions qui existent, mais par contre dans l'implémentation et la manière dont on les met en place, travailler avec les publics qui sont concernés. Et la deuxième chose qu'il faut faire, à mon avis, et sur ce sur quoi on doit vraiment travailler, et on a commencé à y toucher, c'est d'effacer cette espèce de séparation entre ce qui est moral, ce qui est bien, l'associatif, la participation, et ce qui est mal, le politique, l'électoral, aller se présenter à des élections. Pour des raisons légitimes, on a beaucoup critiqué nos élus en disant qu'ils étaient déconnectés, qu'ils ne comprenaient rien, etc. Et ça, on a beaucoup partagé ce message dans l'espace public. Et aujourd'hui, quand on a des gens qui veulent vraiment changer les choses et qui arrivent sur des processus électoraux, et ben, ils doivent se battre bec et ongles pour montrer qu'ils le font pour le bien. Donc redonnons de la valeur aussi au travail électoral, au travail de campagne qui vise à exercer le pouvoir et pas simplement l'influencer. Je pense que c'est fondamental et c'est aussi ce que Alice a essayé de faire, je pense, avec l'Académie des futurs leaders, d'avoir des gens qui sont à l'aise avec l'idée de prendre le pouvoir pour les bonnes raisons et qui veulent diffuser cette idée que oui, être élu, oui, être au pouvoir, ça peut être pour la bonne cause. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de nous dire et j'aimerais bien qu'on lance la conversation. Donc, soyez un peu impolis, hein, coupez-vous la parole s'il faut. Mais
Donc j'entends, il va falloir sortir du mépris social dont on peut parfois faire preuve vis-à-vis de gens qui sont issus du territoire, du terrain, qui n'ont pas forcément un savoir académique, qui viendraient labelliser en fait des trajectoires ou des expériences, des expérimentations. Deuxièmement, là c'est aussi une autre question, est-ce que ça veut dire que c'est la mort de la démocratie représentative? Est-ce qu'il faut être femme de ménage pour parler des femmes de ménage? Est-ce qu'il faut être boulanger pour parler des boulangers? Est-ce que ça veut dire qu'on est tellement hors sol qu'on a affaire aussi à un phénomène de corporatisme chez les élus qui voudraient qu'ils ne puissent pas représenter au sens large la population? Est-ce que ça veut dire aussi, et démerdez-vous avec toutes ces questions que je suis en train de vous lancer, est-ce que ça veut dire aussi, il y a un moment où, du coup, j'ai perdu mon fil. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait forcément passer à la politique au sens partisan ou électif du terme? Parce que, pardon, mais les gens qui sont dans cette salle, enfin, je vais faire un sondage, qui estime qu'il fait du politique au quotidien? Ah ouais, il y a quand même, voilà. Donc, est-ce que ça en passe absolument par l'élection? Et qui souhaite se présenter à une élection? Merci. 4. C'est un petit début. Je crois que l'enjeu est là. Ouais. Politique, c'est pas un gros mot. Ça ne doit pas être un gros mot. Démocratie, c'est pas un gros mot non plus. Or, malheureusement, tu as un narratif qui est quand même très, très présent, que c'est mal. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai le chiffre de 83% des Européens qui ne font pas confiance à leurs représentants politiques européens. Hein. Je veux bien qu'on dise la France, c'est pas bien, mais ça se passe pas forcément mieux chez nos voisins non plus. Et pour répondre à la question de la représentation, c'est intéressant parce que pour avoir accompagné Stéphane, qui dit « moi je rêve qu'il y ait beaucoup plus de boulangers à l'Assemblée », évidemment que je l'aime et que je le soutiens. Il y a aussi Sana Saïtouli qu'on a accompagné, qui était candidate aux élections législatives à Cergy et qui s'est pris une tôle. Voilà, ça s'est pas bien passé du tout, mais c'était sa 3e élection et elle est du terrain, elle est soutenue, elle connaît tout le monde, elle a 20 ans d'action, elle est mère de famille, elle a 3 enfants, elle vient d'accoucher de sa 3e, elle fait un travail de terrain, de community organisé extraordinaire. Et elle est venue la semaine dernière à l'académie et elle dit moi j'ai juste appris que pendant cette élection il fallait être boulanger ou femme de ménage et qu'en fait on portait au nu parce qu'il y avait ce symbole-là. Or c'est pas ça non plus dont on a besoin. C'est pas de créer des symboles et ériger justement des grands héros. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir une histoire et d'y croire et de se sentir concerné, mais il n'y a pas que ça. L'incarnation ne fait pas tout, quoi. Exactement. Et elle a dit ces mots à Christiane Taubira, qui était en train de nous dire « Les gars, on n'est pas là pour boire une tasse de thé, vous êtes bien gentils avec vos listes citoyennes, nanana, mais à un moment, c'est par les partis que ça va se faire. » Et ouais, mais non, mais c'est compliqué, les partis, leur fonctionnement, c'est dominant, c'est patriarcal, il y a des violences, on n'a pas envie d'y aller. Et Christiane disait il va falloir prendre le pouvoir dans ces instances-là parce que c'est aussi le système dans lequel on vit. Vaste débat qu'on a eu chaque semaine au sein de l'Académie sur lequel j'ai pas forcément de réponse. Mais quand j'écoute Christiane Taubira, François Ruffin, Alexis Tsipras ou Ben Rhodes de l'équipe d'Obama, ils disent tous nous, on a envie que vous preniez le pouvoir, mais on ne pourra pas vous soutenir si vous ne rentrez pas dans la machine pour changer la machine. Et c'est un privilège d'avoir ce lieu avec l'Académie où il y a ces personnalités-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui viennent pour transmettre. Et cette notion de transmission d'expérience, il ne faut pas la mettre de côté non plus. Il y a des gens qui ont été ministres, qui ont été députés depuis toute la Ve République, qui viennent, et je crois que ça n'existe pas beaucoup en fait. J'entends, mais donc pour toi Alice, pour être clair, ça veut dire que de l'espace, de l'endroit où on est, si on est associatif, si on est sur le terrain, quand on est une structure comme le mouvement associatif qui représente quand même des milliers de structures, et je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est 1,5 million de salariés, 1 million, c'est 1,8 je crois. 1,8, ouais, Claire, merci. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on ne peut pas changer si, à un moment, on ne passe pas le Rubicon? D'entrer en politique? Ouais. Mais la force de la démocratie, c'est justement d'avoir des gens qui se battent à tous les niveaux.
Je pense aux associations, mais on peut aussi penser aux syndicats qui ne sont pas en pleine santé non plus. Là, mon sujet, c'est celui des partis politiques qui ne forment plus, mais évidemment que s'il n'y a pas toute une diversité de mécanismes dans lesquels on peut se voir, se parler, débattre, construire ensemble, ça crée une démocratie qui ne marche pas et qui est malade. Moi, je ne serais pas là si la démocratie était en pleine forme et je n'aurais pas fait cette académie si c'était le cas. David et Sarah. Oui, ta première question est intéressante. Moi, j'ai été très heureux de voir, par exemple, Rachel Keke rentrer à l'Assemblée. C'est une des salariées de l'hôtel Ibis qui avait conduit le mouvement social de l'Ibis-Batignolles. J'ai été personnellement très heureux et en même temps un peu gêné par le barouf médiatique que ça a fait. Comme si c'était exceptionnel qu'une femme de chambre entre à l'Assemblée. Ça montre bien le niveau de déconnexion qu'il y a entre la classe politique et la société. Et il y a un problème sur lequel je voudrais attirer votre attention parce qu'on n'en parle pas suffisamment et en particulier dans le monde progressiste de gauche, etc. On parle beaucoup des inégalités de patrimoine, de revenus. Il y a un sujet majeur, c'est les inégalités de diplôme aussi. C'est-à-dire que depuis les années 70, on a une massification de l'enseignement supérieur qui fait qu'on a 25% de gens qui sont des diplômés du supérieur. Et ces gens, ils accèdent à un certain nombre de fonctions politiques, économiques, sociales. Et il y a une forme de violence symbolique parce qu'ils imposent en fait leur langage sur la société, ils imposent leur code, ils imposent un certain rapport à l'abstraction, une certaine aisance à ce que j'appelle la manipulation de symboles. Et si vous voulez, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans les zones de pouvoir économique ou même dans la société civile organisée, on a assez peu de gens qui appartiennent à ce que j'appelle les métiers de la main, donc c'est le monde ouvrier par exemple, ou le monde agricole, et assez peu de gens qui appartiennent à ce que j'appelle les métiers du cœur, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de chambre, professions qui sont souvent d'ailleurs très largement féminisées. Le monde de la main est plutôt masculin, le monde du cœur plutôt féminisé. C'est des concepts évidemment. Et donc, si vous voulez, il y a un très bon politiste qui s'appelle Laurent Jean-Pierre qui a écrit sur les Gilets jaunes et qui disait les Gilets jaunes, c'est pas seulement une crise de la représentation au sens classique du terme, c'est-à-dire la déconnexion entre les représentés et les représentants. On a écrit des tonnes de livres et d'articles sur ça. Il dit c'est aussi une crise de la représentation presque au sens métaphysique du terme, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui en ont marre que d'autres mettent des mots sur leur réalité. Et donc, c'est une crise de la parole aussi. C'est une crise des récits, se réapproprier ces récits. Et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il y a effectivement plusieurs façons de voir les choses. La participation, effectivement, c'est pas d'aller expliquer ou d'aller recueillir des avis, c'est aussi de construire ensemble à partir d'expériences, de mots, de compréhensions qui peuvent être plurielles d'une réalité, mais qui à la fin forment un enrichissement. Et on ne sauvera la démocratie, on ne la régénérera, on ne la revitalisera que si on comprend cette donnée fondamentale. Nous sommes dans des sociétés où les surdiplômés, souvent métropolitains, ont vraiment pris le pouvoir. Et quand on voit la composition de l'Assemblée nationale, pardon de mettre les pieds dans le plat, mais là où vous avez le plus de professions intermédiaires et de professions, on va dire, qui appartiennent aux classes populaires, au monde des employés en particulier, c'est au Rassemblement national à l'Assemblée. Pas à la NUPES, c'est au Rassemblement national. Et c'est bien le sujet d'ailleurs, c'est que du coup, revitaliser c'est une chose, mais est-ce qu'il faudrait, dans cette idée de se réapproprier les récits, de faire en sorte que ce soit les premiers concernés qui parlent d'eux-mêmes, c'est un peu ton travail, Sarah, au quotidien, cette nécessité de faire émerger aussi une autre grammaire du politique, c'est aussi ce que j'entends dans l'idée, il faut être, et on l'a entendu de la part de commentateurs, commentatrices, on a des ouvriers, on a un vigneron, Rassemblement national, qui du coup s'est vu qualifié de pas à la hauteur en termes justement de savoir-être. La semaine dernière, ça a fait polémique aussi. On l'a vu, c'est les débats qu'on a eu autour de Rachel Keke, entre autres. Mais là-dessus, toi, par rapport à ce qu'on vient de dire, donc j'entends cette idée d'inventer une nouvelle grammaire, faire en sorte de porter nos propres récits, faire en sorte de faire émerger une nouvelle génération, des cohortes formées qui pourraient prendre le pouvoir, parce que dans l'absolu, c'est dans les partis que ça se joue. Mais on l'a vu via des conventions citoyennes, via ce travail qu'on peut avoir sur les territoires,
un peu plus horizontale de participation. Quelle est la place aussi de l'associatif, du plaidoyer et puis tout simplement en fait de l'action collective. Enfin, on le voit alors en quartier populaire, zone que je connais un peu, les amicales de locataires qui se bagarrent, les associations qui vont mettre en place des rapports de force avec la mairie. Enfin, le politique, il est aussi là. Il y a l'Assemblée, mais il y a aussi tout le reste. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je veux juste rebondir sur la représentation. En fait, je crois qu'on a un peu oublié pourquoi on a besoin d'avoir des profils, des expériences diverses dans nos espaces, que ce soit nos espaces militants, que ce soit en politique. C'est pas uniquement moral, en fait. C'est une question de perspective, et je pense que David le dit bien. C'est une question de biais, en fait. Moi, aujourd'hui, parisienne, je ne peux pas comprendre ce que vit une personne qui vit ailleurs. Donc, c'est pas... Je pense que c'est un peu le récit, moi, qui m'a posé problème dans la séquence électorale qu'on a eue, c'est qu'on était sur des icônes qui faisaient valeur morale de représentation, alors qu'on a besoin d'avoir une diversité qui puisse faire effet et gommer nos biais. Et il faut être aussi réaliste sur le fait que la raison pour laquelle c'est si difficile, c'est qu'il y a une codification institutionnelle et politique de l'exercice du pouvoir qui est genre hyper puissante. Enfin, Alice en a parlé, on a aussi travaillé avec d'autres candidats, dont Stéphane, spécifiquement sur leur campagne électorale. Quand vous arrivez dans une négociation avec des partis pour pouvoir avoir une investiture, il y a un bagage culturel qui est tellement puissant que c'est très difficile de dépasser. Et donc pour moi, il faut accepter une forme enfin, je ne sais pas comment dire, mais le fait que cette représentation, elle soit un peu performative pour l'instant, parce qu'il va falloir mettre un premier dedans, et un deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et donc, sans oublier le fait qu'on doit d'abord gommer des biais, il est normal qu'on doit faire rentrer des gens pour commencer à ouvrir un petit peu le système, et que du coup, ils soient plus à l'aise pour que d'autres personnes puissent rentrer. Mais sur ton point spécifique sur comment est-ce qu'on fait justement pour avoir plus de participation, je crois qu'il y a quelque chose je voudrais réinsister par rapport à qui nous sommes dans cette salle et ce que nous faisons. Il y a une valeur politique dans le travail associatif qui ne doit pas être uniquement une valeur de plaidoyer sur vos sujets et sur nos sujets, et qui est une valeur qu'on peut appeler d'éducation populaire, ou qu'on peut appeler je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais où de socialisation politique. De socialisation politique, merci. Et donc je pense que le fait qu'il y ait en effet les partis, les syndicats qui aient abandonné cette partie-là, c'est problématique. Il faudrait qu'ils recommencent à le faire. Il faudrait aussi que le mouvement associatif assume une forme de politisation de son travail. Je ne dis pas au sens partisan du terme, mais moi j'ai travaillé avec beaucoup d'associations, par exemple, qui ont un point d'entrée qui est plus, je dirais, humanitaire, de soutien, de solidarité, qui pourraient avoir une opportunité exceptionnelle en fait de politiser leur travail. Et je me rappelle, on en a parlé à l'Assemblée générale des Petits Frères des Pauvres sur comment la lutte contre la pauvreté, le fait de le politiser avec ses membres, avec ses sympathisants, avec les gens qu'on engage, c'est fondamental, parce qu'en fait il faut qu'on arrive à traiter les racines du problème. Donc pour moi, pour revenir à ce lien entre l'associatif et le politique au sens électoral du terme, il est là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on repolitise l'action associative pour dire on n'est pas juste là pour aider, et bien sûr qu'on est là pour aider, mais on est aussi là pour changer et équiper les gens pour changer le système tel qu'il fonctionne. Donc on est bien là pour changer le monde, et la politique n'est pas un gros mot, quoi. C'est pas sale. David, puis Alice. Oui, ce changement de logiciel, c'est très important. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge collectivement sur notre responsabilité dans la démocratie qu'on veut inventer à l'aune des grandes transitions. On est dans un pays où il y a quand même un rapport un peu maladif vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire qu'on considère qu'on attend tout de l'État. Et comme il n'est pas capable, pour plein de raisons, de nous donner ce qu'on attend de lui, la frustration et le ressentiment s'accroissent. Moi, je suis plutôt partisan d'une vision scandinave des choses. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde prenne sa part, et qu'au fond, nous pouvons agir, nous pouvons coagir. Et je suis vraiment partisan d'une sorte de co-responsabilité, vraiment à la danoise, c'est-à-dire où chaque élément de la société civile organisée a quelque chose à apporter dans la corbeille. Et c'est pour ça que je voudrais saluer l'initiative du Pacte pour le pouvoir de vivre, par exemple, qui a été prise par une 60aine d'associations, Laurent Berger de la CFDT, etc. Parce que l'idée, c'était de dire, justement, on sort de nos grammaires et de nos chorégraphies habituelles, on fait des choses ensemble,
on hybride le monde associatif et le monde syndical, et surtout on se place pas seulement dans une position, la position habituelle du syndicalisme ou la position habituelle du mouvement associatif, mais on se met dans une logique vraiment de proposition, de vision, de co-construction. On est des acteurs, on est puissants. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, 1,8 million de salariés qui dépendent du mouvement associatif. Il y a du monde partout, dans tous les territoires, dans la ruralité, dans les petites villes, dans les grandes villes. Donc, c'est des leviers extraordinaires. Et ces leviers, on peut les actionner. Il faut avoir conscience aussi, même si certaines organisations sont fatiguées, du pouvoir que nous avons. Simplement, ce qu'il faut réinventer, c'est un nouveau pacte entre l'État, la nation, la société civile organisée, les syndicats, les entreprises. Je finis juste sur un exemple. On nous parle d'un projet de loi pouvoir d'achat à venir. Si le projet de loi pouvoir d'achat à venir, c'est juste des chèques, c'est pas intéressant. Non, mais je le dis, c'est pas. Il y a des gens qui ont énormément besoin de ces chèques. Donc évidemment, il y a une situation d'urgence sociale. Mais je dis, c'est pas intéressant de raisonner simplement en termes de chèques. Non, le monde des entreprises doit aussi prendre ses responsabilités en augmentant les salaires. Le monde associatif, le monde syndical peuvent actionner des choses dans leur territoire. Il faut qu'on entre davantage dans cette logique de co-construction. Mais dans cette logique de co-construction, moi, ce que j'entends, David, c'est que du coup, ça implique, au moment où on nous parle en ce moment de nécessité de passer à une forme de maturité politique, de coalition ad hoc, enfin, on est quand même, tu parles de fonctionnement à la scandinave, on pourrait prendre le modèle allemand, hein, puisque du coup, on parle beaucoup du modèle allemand. Là, on voit bien que ça implique une maturité et une capacité à dépasser les postures, les positionnements, de sortir un peu de nos silos. Et là-dedans, à quel moment, parce que le risque, on le voit bien, je vais parler de quartiers que je connais, qui sont les quartiers populaires, c'est que, ok, l'État, il n'est pas vraiment là, il ne peut pas tout, mais là, ce qu'on voit en quartier populaire, pour le coup, c'est clairement de l'auto-organisation. On est à un moment où on est vraiment dans un exemple à l'américaine, où comme l'État n'est plus là, eh ben on se démerde. À quel moment, du coup, la responsabilité... Enfin, on ne peut pas faire sans l'État et sans les corps constitués. Je n'ai pas dit que l'État devait se désengager. Oui, justement. Mais comment est-ce que tu pousses à la maturité et à la co-responsabilité ? Mais ça, c'est un travail. Je veux dire, il faut d'abord, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, il faut qu'il y ait des gages de confiance qui soient donnés de part et d'autre. Et c'est vrai qu'on ne sortira pas comme ça, en un coup de main, de 30 ans, 40 ans d'hyper-verticalisation, d'hyper-segmentation aussi. Il y a un changement culturel profond, mais si le monde politique et si l'État n'est pas capable de le faire, c'est au monde associatif, c'est au monde syndical, c'est à la société civile de pousser pour que ça se fasse. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, et que je salue leur démarche, qu'il y ait une diversification du personnel politique et des gens qui investissent ces instances, parce que ces hybridations doivent se faire. Ouais. D'autant que c'est aussi des bousculades qui ont lieu en entreprise en ce moment, hein, pour beaucoup. Alice, puis Sarah. C'est chouette, hein, ce débat. Moi, en t'écoutant, et quand tu parlais tout à l'heure du Rassemblement national, 89 députés RN à l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment vous vous sentez ces dernières semaines, mais moi, clairement, ça ne va pas. 42% des électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour des présidentielles. C'est des chiffres qui, je crois, glacent le sang parce que... Et 2 vice-présidences RN aussi ? Également. Bon, et après, il y a de quoi déprimer. Notre liberté à disposer de notre corps est également remise en question outre-Atlantique. Bref, c'est la merde. Mais en focus sur la France, on est les États-Unis, l'Allemagne, on est les plus vieilles démocraties du monde, supposément. Et un des mots de la devise républicaine, c'est fraternité. Vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis. Et je crois que chacune des personnes présentes dans cette salle a envie, par son travail, de faire incarner ces valeurs. Peu importe que ce soit association, ESS, entreprise, politique, je pense qu'on a quand même beaucoup en France à cœur de faire vivre ces valeurs, y compris ces gens qui ont voté pour Marine Le Pen. Parce que je crois fondamentalement qu'on est dans un pays dans lequel les gens se sentent abandonnés, se sentent laissés pour compte. Et quand on entre en politique et quand on dit vouloir prendre soin de la démocratie, c'est pour eux aussi qu'il faut se battre. Et ce sont eux aussi qu'il faut défendre. Ce qui est quand même la responsabilité de porter, je crois, l'écharpe républicaine. Alors comment on fait pour que ces polarisations, le eux versus nous, eux les méchants fachos et nous les gentils gauchistes, j'exagère bien sûr à dessein, puissent arriver à s'entendre. Sarah, ce que tu as dit tout à l'heure, sur le côté, peut-être dans plusieurs univers,
le monde associatif, moi je pense aussi au monde de la philanthropie. Comment prendre soin de la démocratie sans rentrer par la case on est dans l'humanitaire, ou attention, c'est juste la lutte contre l'extrême droite. Je crois qu'il y a un enjeu à faire de la démocratie une des grandes cases, et j'insiste sur ce point, y compris de la philanthropie en France, puisque tu dis tout le temps, si on ne s'occupe pas de la démocratie, c'est la démocratie qui va prendre soin de nous. J'adore te piquer cette phrase, mais je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il y ait énormément de coalitions qui soient faites là-dessus. J'ai vraiment pas ce sentiment-là. J'ai l'impression que si on doit parler argent et pouvoir, bah, c'est plutôt au niveau... peut-être les Américains viennent financer la démocratie ensemble, en France, ce qui me semble un petit peu scandaleux. Même si on est toujours très content d'avoir de l'argent des Américains, c'est quand même un sujet qu'aujourd'hui, finalement, il y a des parties prenantes, mais il n'y en a pas assez. Et c'est un peu le bas de la case, le bas de l'échelle. Et quand il s'agit, alors ça m'est arrivé, hein, je me suis engagée très très fortement en Ukraine ou sur l'Afghanistan. Évidemment, ce sont des sujets que vous connaissez par cœur. Il y a une actualité, hop, ça devient le sujet sur lequel le monde associatif va se concentrer. La démocratie ne fera jamais partie de l'actualité parce que c'est un sujet sur le long terme, c'est un travail de très long terme et qui ne mobilise pas et ne fédère pas assez. Donc moi, je suis sûre que je vais passer les 5 prochaines années, comme toi, à essayer de mobiliser pour créer aussi ce narratif de maintenant, il va falloir se mettre autour de la table et qu'on ait une conversation qui ne soit pas uniquement réservée aux représentants politiques. Et ça, concrètement, je suis une association, j'interviens voilà, à mon niveau, je ne sais pas, je fais des maraudes. Ça veut dire que comment je fais, moi, à mon niveau, pour prendre soin de la démocratie? Est-ce qu'il y a un kit? Pardon, hein, je suis hyper naïve dans mes questions. Est-ce qu'il y a un kit prenons soin de la démocratie? Est-ce que voilà, je fais des ateliers avec des enfants? Comment est-ce que je fais en sorte de les accompagner pour qu'ils s'émancipent et qu'ils deviennent citoyens, pour qu'ils se sentent aussi investis de cette mission? C'est quand même ça le sujet aussi. Je reviens sur ce que je disais à l'instant, comment je fais en tant qu'associatif pour prendre soin de la démocratie. Il faut réapprendre à dire pourquoi les choses sont là. Enfin, ça peut paraître simple comme phrase, mais pourquoi aujourd'hui il y a de la pauvreté en France? Quels sont les mécanismes politiques, quels sont les choix politiques qui ont été faits qui font qu'aujourd'hui il y a de la pauvreté en France? On a beaucoup parlé des narratifs et je pense qu'une partie, alors moi j'en ai un peu marre du terme narratif et récit, mais c'est en gros qu'est-ce qu'on dit quand on parle, quoi. Quand on prend la parole dans les médias, quand on écrit des tribunes, quand on écrit nos projets associatifs, comment est-ce qu'on fait pour dire, je vais être schématique, c'est la faute de qui? Et je sais qu'on a tendance à vouloir toujours être dans un rapport plutôt de on amène tout le monde ensemble, on essaie d'être rassembleur, et donc à force d'être rassembleur, on n'explique pas pourquoi les choses se passent. Et je vais schématiser, mais c'est à cause de 1% des gens que 99% des gens ne vont pas bien. Et donc c'est OK de dire qu'il y a un problème avec la manière dont les 1% de ces personnes fonctionnent. Ça ne veut pas dire qu'on va les insulter, ça ne veut pas dire qu'on va les mettre au pilori, ça veut dire qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'a pas une transition écologique qui fonctionne, c'est parce qu'il n'y a pas un plan politique pour engager la transition écologique. Enfin, et ça, c'est décidé par nos gouvernements respectifs et successifs. Donc pour moi, pour la boîte à outils, la première chose, c'est redire pourquoi les choses se passent. Et ça, c'est dans nos communications, mais c'est aussi dans la manière dont on engage, par exemple, nos bénévoles au quotidien. Prendre du temps pour réfléchir avec nos bénévoles à pourquoi on porte ce plaidoyer. Pourquoi on le porte auprès de cette personne? Pourquoi c'est cette personne qui peut décider? Si cette personne décide, qu'est-ce que ça peut changer? Et moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Changer le monde » et mon but, c'était de dire il y a un savoir-faire de plaidoyer qui est détenu par des syndicats, des associatifs, des partis politiques, qui doit devenir, qui doit être, j'aime pas le mot, vulgarisé, diffusé. Chacun et chacune doit savoir comment les lois sont créées, qu'est-ce qu'on fait pour les influencer et comment on s'y prend. Donc pour moi, en tant qu'associatif, si j'étais en responsabilité dans une association, je crois que la première chose que je ferais, c'est retravailler à la fois avec l'équipe de mon association, mais aussi avec mes bénévoles et toutes les personnes que je rencontre sur concrètement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les changements politiques qu'on peut opérer dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui.
Démocratiser, moi c'est ça que j'entends, démocratiser, refaire de l'éducation, repolitiser et surtout dans tous les espaces, parce que David c'est ce que tu disais, hein, à partir du moment où il va falloir co-construire et coopérer, tous ces espaces doivent être repolitisés, on le voit pour les grandes entreprises, notamment extractivistes, les entreprises de conseil, les grandes écoles, ça bouscule là un petit peu justement avec des étudiants qui demandent à ce que les choses soient renversées, qu'on change de paradigme. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont du mal ne serait-ce qu'à recruter parce que les valeurs qu'elles portent en fait ne sont pour ces nouvelles générations pas les bonnes. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on est dans une lame de fond à bas bruit, mais ça va à un moment ou à un autre renverser la table. Non mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les grands moments d'accélération démocratique, ils se sont jamais faits de manière abstraite. Ils se sont toujours adossés à un grand projet. Si j'étais très schématique, je dirais qu'il y a eu 3 moments d'accélération démocratique en France. Il y a eu d'abord la révolution de 1789 et ce qui a suivi. Et en gros, c'est l'émancipation de la bourgeoisie, c'est-à-dire du tiers-état qui travaille, qui gagne de l'argent, qui commence à réfléchir vis-à-vis d'une aristocratie à qui on fait des reproches et à qui on reproche ses privilèges. Ensuite, il y a l'enracinement de la République, et notamment de la Troisième République, c'est-à-dire, au fond, l'idée qu'il faut installer le projet républicain contre les monarchistes. Et ensuite, après 1945, il y a la démocratie sociale, dans la foulée du Conseil national de la résistance, etc. Donc l'idée qu'on va conquérir des droits économiques et sociaux. Donc les moments d'accélération démocratique en France, ils ont toujours été liés à un grand projet, que ce soit la Révolution, la Troisième République ou le Conseil national de la résistance et la démocratie sociale. Aujourd'hui, le grand projet, le grand sujet, c'est évidemment la transition écologique. Mais quand je dis la transition écologique, c'est pas juste comment est-ce qu'on décarbone notre industrie. Non, c'est comment est-ce qu'on arrive à bifurquer dans nos façons de produire, d'agir, de nous déplacer, de nous alimenter, mais dans un esprit de justice sociale. Parce qu'évidemment, si on se contente d'appliquer bêtement une décarbonation, on va créer des inégalités, on va créer de la violence, on va créer des déchirures. Donc là, il y a un projet gigantesque qui est susceptible, si on arrive à le raconter, pardon de parler encore de récit, mais surtout si on arrive à le mettre en œuvre. Donc là, je parle vraiment de gouvernement de la transition. Mais non, mais pardon, mais c'est qui peut embarquer toute une société. Mais il faut raconter à tout le monde parce qu'on va revenir à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. On est parti de cette idée de taxation. Ah non, mais ça, on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Justement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste raconter, c'est démocratiser et faire de la pédagogie sur qu'est-ce que ça veut dire. Et pas seulement, parce que c'est pas juste, je vais vous expliquer, chacun va prendre la parole pour décrire sa situation, ses attachements, ses contradictions, parce que évidemment, quand on vit en zone rurale ou dans le monde périurbain, on a beaucoup plus besoin de la voiture, et donc on va pas pouvoir du jour au lendemain. J'ai été il n'y a pas longtemps à un congrès sur la ville zéro carbone, enfin sur même le foncier zéro carbone, et il y avait un maire de grande ville dans une audience composée de gens de la ruralité qui disait de toute façon les 2 voitures quand on vit en famille à 4 ou 5 c'est terminé, il va falloir faire du vélo. Les gens ont juste ri parce qu'en fait les gens qui étaient là, c'était dans une petite ville, ils habitaient tous à 20 ou à 30 km, donc ils savent que c'est pas possible en fait d'utiliser une trottinette électrique pour faire 20 km à la campagne. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir effectivement repartir des réalités des gens. Il ne faut pas nier la dimension de conflit, évidemment. Il va y avoir des conflits durs à assumer. Mais il faut qu'on puisse porter ces conflits au sein d'une vision et d'un projet de société qui embarque le plus grand nombre. Parce que sinon, ça ne marchera juste pas. Ça sera au mieux une espèce d'écologie technocratique imposée d'en haut qui va susciter des résistances, des révoltes et du chaos. Et plus probablement, ça sera l'immobilisme et l'inertie et on aura le temps de tous rôtir en quelque sorte. Donc voilà, pour moi, la cause démocratique, elle doit aller de pair avec ce projet de transition écologique aujourd'hui. En un mot, et ensuite, est-ce que vous pouvez commencer à lever la main ou à prendre quelques salves de questions? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, mesdames? Je suis très contente que David vienne d'appeler à faire la révolution. Parce que c'est vrai, il y a eu plein de grands moments ces 200 dernières années, 300 dernières années. Moi, j'ai tendance à voir aussi le mouvement des Gilets jaunes comme un de ces moments, mais peut-être qu'on n'a pas assez de recul pour avoir cette conversation. Et il y a eu beaucoup, je crois, de crispation dans le débat public sur ce mouvement. Mais j'aimerais dire quand même que j'ai le sentiment qu'il y a un découragement aussi à se battre pour ce en quoi on croit. On est fatigué. Bon,
On sort de Covid, de fin du monde, transition écologique, on va tous mourir, tout ça. Et j'aimerais bien qu'on réenchante un peu cette histoire d'aller se battre pour ce en quoi on croit. Et je l'ai vu avec l'académie, les participants, ils sont arrivés, ils étaient épuisés. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin, chaque mouvement social, chaque victoire de progrès dans l'histoire de notre pays, c'était des militants comme vous qui étaient en première ligne, qui ne lâchaient rien et qui étaient prêts à se battre. Et ça, il y a une vitalité qui est très forte, malheureusement avec un découragement, et j'aimerais bien qu'on rallume cette flamme. Oui, mais ça peut-être que rallumer cette flamme, ça implique, et pardon Sarah, on va falloir raconter peut-être les choses autrement, parce que c'est peut-être arrêter de se battre contre, mais se battre pour, parce que il y a quand même, voilà, on est dans l'idée d'une lutte. Les récits autour de la transition, c'est quand même, on va tous cramer, on va tous mourir, on a 3 ans pour agir, sinon c'est mort. Voilà, faut quand même peut-être aussi donner envie, et c'est peut-être ça l'idée, et prendre le temps, c'est ce que j'entends Alice dans ce que tu dis, prendre le temps de penser ses pratiques. Voilà, repolitiser, ok, mais prendre le temps de se nourrir et de se dire, bon, bah voilà ce qu'on fait. Et ensuite, on passe à la salle. Tu veux que je Oui, réagisse? juste ouais, en un Juste mot. une réaction hyper courte sur les récits, et je vous reprends ce que tu viens de dire ce pourquoi on est. Je pense que tout le monde sait que tout va mal, donc je vous propose qu'on arrête de dire tout ce qui va mal et qu'on commence à dire qu'est-ce qu'on propose pour résoudre la crise. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on fasse dans tous nos espaces. On connaît les problèmes qui existent. Les gens connaissent les problèmes. Ils les ont vécus d'une manière ou d'une autre. Et donc, arrêtons de dire ce qui va mal. Disons ce pourquoi on est. Quelles sont les propositions qu'on met sur la table, sans enlever, je le rajoute, la conflictualité. Nous voulons faire ça, mais le ministre de la Transition écologique en place refuse de mettre cette loi à l'agenda de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas éviter le conflit. Je pense qu'on a tendance à dire il faut dire ce pourquoi on est, donc il ne faut pas être dans le conflit. Non, il faut être dans le conflit, mais par contre, il faut propulser nos solutions et ce qu'on a envie de faire comme centre de débat. Donc arrêtons de débattre de ce qui va mal et commençons à dire ce qu'on propose pour résoudre le problème. Mettons sur agenda. Alors, monsieur, et là il y en a... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Alors, Yannick Gallien, président du mouvement associatif Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci de nous avoir réveillés. Je ne suis pas déprimé. Arrêtons la sinistrose. Vous avez raison, mesdames, de dire ce que vous venez de nous dire. Arrêtons de nous considérer comme les plus malheureux de la Terre et combattons. Ceci dit, ne rejetons pas la politique non plus. Et rappelons quand même une chose, c'est que la politique, elle est liée à la notion de pouvoir. Et le pouvoir, quand il traverse les hommes et les femmes, il est destructeur. Interrogeons-nous sur nos propres capacités à être nous-mêmes et à éviter de tomber dans ces logiques justement de paraître et de vouloir paraître les meilleurs. Déjà, on gagnera quelque chose. Deuxièmement, attention à ne pas rejeter la politique de façon globale, parce que vous savez, quand on rejette la politique de façon globale, on fait le lit de qui vous savez et on instrumentalise toutes les thèses les plus extrémistes qui soient. Ensuite, permettez-moi quand même de vous dire que les médias aujourd'hui, avec notamment les chaînes d'information continue, ont complètement dévoyé le mode politique, le monde politique. On a complètement paralysé ce qui pouvait paraître comme étant positif. Alors bien entendu, après, c'est des problèmes de comportement. Je parle un peu vite parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que tout ça est à prendre en compte. Et je voudrais aussi vous dire que vous n'avez pas parlé du rôle mortifère des réseaux asociaux. J'ai dit asociaux. D'accord ? Parce que quand les réseaux sociaux, aujourd'hui, utilisent l'expression des citoyens et des citoyennes, ils sont en train de tuer la démocratie. Et quand tous les jours vous proposez, madame, vous le savez, puisque je ne sais pas comment il faut prononcer, mais change.org propose des pétitions. Les jeunes ou les moins jeunes, ils ont l'impression de voter tous les jours avec vos pétitions. Vous comprenez ça aussi ? On a dévoyé la logique démocratique. Au lieu d'avoir le rendez-vous tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 4 ans, c'est tous les jours. Et j'ai même le droit de dire qu'un tel est exécrable en appuyant sur un bouton. Interrogeons-nous là-dessus. Je sais que c'est trop tard, c'est trop parti, tout ça. Mais interrogeons-nous. Ensuite, dernier point, la mondialisation, elle nous a rattrapés. La mondialisation, elle est économique, mais elle est aussi culturelle, puisque tout le monde s'habille partout pareil dans n'importe quel pays du monde, que tout le monde boit la même boisson, tout le monde regarde le même film. Mais la mondialisation, eh bien aujourd'hui, elle est devenue aussi politique. Et les idées sont devenues tellement mondialisées que finalement, comment faire pour affirmer sa personnalité ? Alors vous voulez des solutions, je vous les donne. Et elles sont tellement vieilles que vous allez finir par me renvoyer à mon image.
C'est-à-dire que l'éducation populaire qui date des années 50, 55, 60, c'est le ferment de l'évolution à la citoyenneté. Et les associations, permettez-moi de le rappeler, et je ne me fâche pas en disant ça, je suis tranquille, les associations, c'est le ferment de l'école citoyenne. On l'a dit. Oui, mais je le répète. Ah, parce très bien. qu'il vaut La mieux pédagogie, le répéter. c'est la répétition. Il vaut mieux le répéter, oui. C'est pas du comique de répétition. Voilà. Désolé si c'est un peu long. Permettez-moi de vous dire ce que j'avais envie de vous dire, mais prenons en compte aussi ce qui nous échappe aujourd'hui, à savoir le pouvoir des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, il y a madame voilà, je vous en prie, madame. Levez-vous, qu'on vous voit. Je me lève. Bonjour, Guylaine Yerceau de l'association des Petits Débrouillards, une association d'éducation populaire. Je rappelle que l'éducation populaire, c'est 1850. Mais par contre, les Petits Débrouillards, c'est à peine une petite, donc 46 ans, c'est éducation populaire par les sciences, pour les sciences. Simplement, merci pour cette présentation. Moi, je n'ai jamais été pessimiste, je suis optimiste et en plus, ni essentialisé, ni assigné. Les Petits Débrouillards, en ce moment, organisent une tournée des tiers-lieux. On a fait tout un tour, 14 étapes avec, sur le territoire et aussi en Outre-mer. Et on a fait débattre, sans se battre, avec des membres de la Convention citoyenne climat. Moi, je peux vous dire, je ressors ragaillardi de ce tour, de cette tournée. Le problème qu'on a quand même, il faut avoir l'honnêteté de dire, c'est que souvent on est un peu dans l'entre-soi et entre nous. Et c'est de faire venir. Alors les Petits Débrouillards, ils vont vers. Ils osent d'aller vers. Ils sont sur les territoires et c'est ça notre challenge. Et là, on a été avec de nombreux partenaires. Et d'ailleurs, je dois reconnaître qu'on a des partenaires. Attention au micro, madame, on vous entend plus. Oh, pardon, on a des partenaires des autorités. On a la NCT, on a la Banque des Territoires, on a l'ADEME. Mais on a aussi eu beaucoup de partenaires, notamment des tiers-lieux, l'Ermitage et tout. Je ne veux pas trop prolonger, mais je veux dire qu'il ne faut pas non plus, je vous rejoins sur la question de pas de pessimisme, il faut aussi être réaliste, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, et je souhaiterais que nombre d'entre vous viennent, on fait un festival Faire Autrement, qui aura lieu fin septembre, du 22-25 septembre à Guise, où M. Godin, suite à M. Fourier, a organisé un familistère. Et dans ce lieu, pendant quelques jours, on va débattre pour faire autrement ou faire comme on fait. Ça dépendra de ce qui est fait. Et vous allez m'y subir aussi, puisque vous allez m'y subir aussi, puisque j'y suis invité. Vous y êtes. Je ne voulais pas citer les personnes parce qu'il y en aura beaucoup, et notamment vous, David. Donc effectivement, et de nombreux intervenants et intervenantes. Mais surtout, ce qui sera intéressant, c'est de voir qu'il y a une dynamique territoriale qui est vraiment formidable sur tous les terrains. Mais, et je termine là-dessus, attention aussi, on est quand même beaucoup dans l'entre-nous. Donc surtout, notre gros travail, c'est l'éducation. L'éducation par les sciences pour les sciences, au sens large, pas seulement les sciences dures. Et surtout, donc, faire venir et expliquer pourquoi il est si difficile. Et c'est ça, on l'a vu avec tous les mouvements aujourd'hui, c'est pourquoi on n'arrive pas à faire venir, et malgré le dynamisme de nombreuses associations, il y a les questions de financement, on est d'accord. Mais attention, et je termine vraiment, être sur les territoires, parce que vous avez, c'est pas les réseaux sociaux, c'est être près des gens. L'autre est une chance, le rappeler et être sur les territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, et on sera là. Merci beaucoup. Monsieur, et ensuite, on passe aux réponses. Bonjour, je suis William Face. Moi, je travaille dans un réseau qui s'appelle Engagé Déterminé. Donc, on travaille sur la formation, l'accompagnement des jeunes dans les projets et les instances de gouvernance de structures de solidarité internationale. Et donc, vous allez peut-être venir me voir sur mes questions, mais on a parlé politique, on a parlé de revitalisation de la vie politique. Mais donc, pour moi, ça passe aussi par les jeunes, et je parle des jeunes au pluriel, puisque chaque jeune a ses spécificités. Et j'aimerais bien vous entendre justement sur cette question-là. En fait, aujourd'hui,
les jeunes sont les premiers concernés par les décisions politiques, à la fois aujourd'hui mais aussi demain, puisqu'il y a des plans politiques qui sont mis en place sur du très long terme. Et donc comment aujourd'hui on redonne envie aux jeunes, parce que les jeunes sont engagés, mais plutôt, on le voit bien, il y a une transformation de l'engagement dans des structures associatives, quelles qu'elles soient. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont engagés, mais il y en a de moins en moins qui sont engagés en vie politique, qui sont prêts à se présenter. On le voit bien aujourd'hui aussi à l'Assemblée nationale. Dans la nouvelle Assemblée, il y a très peu de jeunes. Et quand je parle de jeunes, je ne parle pas des 18-25 ans, je prends la tranche large. Donc voilà, comment aujourd'hui on fait en sorte que, aussi à ce niveau-là, il y ait une réelle représentation et on redonne envie aux jeunes de s'investir davantage et de comprendre ce monde politique pour aussi le transformer de l'intérieur. Merci. Merci beaucoup. Alors, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de nos échanges, mais Change, les réseaux sociaux... Moi, je crois que je suis où madame tout le monde- réseaux sociaux aujourd'hui, donc je vais répondre. Je tiens quand même à préciser que je suis partie de Change, donc je m'exprime à titre personnel et je ne représente pas aujourd'hui Change.org dans cette conférence. Je pense que ce que vous dites, monsieur, et ce que vous avez dit ensuite, madame, c'est que ce qui compte, c'est les gens. Et qu'il faut qu'on replace les réseaux sociaux et en général l'ensemble de nos outils comme des outils. Et ce sont des outils qui peuvent nous servir et ce sont des outils qui peuvent être utilisés contre nous, collectivement ou individuellement. Et je pense qu'à partir du moment où on a ça en tête, on est capable d'utiliser ces outils de manière consciente et de manière, je dirais, plus distante. Moi, je suis quand même marquée par la manière dont on considère que les réseaux sociaux sont la raison de la violence et de la polarisation dans notre société. Je pense que ce n'est pas l'unique raison, c'est un accélérateur d'une violence politique qui est le résultat de choix politiques. Enfin, vraiment, je pense qu'il ne faut pas du tout mettre de côté à quel point ces réseaux sociaux, dans une logique justement capitaliste d'accumulation de richesses, du buzz, etc., ont accéléré les violences, mais les violences, elles sont avant tout des violences humaines qui ont été exacerbées par un contexte politique préexistant. Je pense qu'on a justement la possibilité de réévaluer comment ces outils ne se retournent pas contre nous et comment on les fait évoluer. Et je pense que l'ensemble des outils numériques doivent être replacés comme des outils et pas comme une fin en soi. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de puisqu'on parle de politique, il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées à des élections législatives. Une personne en particulier avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Loumir Lapré, qui s'est présentée dans l'Ain, une circonscription à droite depuis 1956, je crois, et qui, grâce à un outil numérique, a été capable de déterminer vers quelle personne, vers quel public elle devait aller en priorité, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas encore voté. Elle a utilisé un outil numérique, peu importe quel outil c'était, c'est pas grave, qui lui a permis d'aller avoir des conversations avec les gens. Et là, je retrouve ce que dit madame, où la politique, c'est d'abord parler avec les gens. Et cet outil numérique lui a permis d'aller vers les gens et de discuter avec eux et de faire un score absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle est passée au deuxième tour et qu'ensuite, elle était à 6 points de son opposant, ce qui est rien sur une circonscription qui n'avait aucune chance sur laquelle elle avait aucune chance de faire un tel score. Donc pour répondre à ça, je donne cet exemple pour dire que le numérique et les technologies en général sont là pour être des outils pour nous. Il faut pouvoir les critiquer, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que le problème vient uniquement de l'outil, mais du contexte politique dans lequel ils inscrivent et du coup il faut inclure ça pour pouvoir trouver des solutions. Et tous les deux, peut-être sur à la fois la dimension d'aller vers, comment est-ce qu'on sort de nos silos, nous tous collectivement, comment est-ce qu'on fait venir les jeunes, et puis la place des médias là-dedans, parce que faire du plaidoyer, faire en sorte d'inventer de nouvelles choses, être intelligent, co-construire, ok, mais en face, on a Pascal Praud. Et vraiment, c'est difficile. Heureusement, on a Nora Hamadi aussi. Non, alors sur... faire venir, moi je préfère l'expression aller vers, et il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Gilly qui a beaucoup travaillé dans son agence sur la mise en situation. Il dit souvent la démocratie, quand on revient au texte athénien, de la démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la parole, c'est le partage de la parole pour faire des actes, donc c'est la mise en relation des paroles et des actes. Et donc il faut que chacun puisse s'exprimer, chacun a accès à un morceau de parole. Et donc, c'est la capacité à recueillir les paroles et à les traduire en actes, dans leur pluralité, dans leur conflictualité, dans leur diversité. Et j'ajoute à ça, parce que la parole, ça reste très abstrait, repensez à ce que je disais sur les diplômés tout à l'heure, c'est aussi faire. J'ai des amis maires, notamment dans le monde rural,
qui ont construit des jardins partagés, qui ont construit des épiceries solidaires. Et ils me disent, tous les habitants de la commune, quels qu'ils soient, ils viennent participer, donner du temps. Et donc, même ceux qui ne viennent pas aux réunions publiques parce qu'ils sont intimidés, qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les bons diplômes, qu'ils n'ont pas l'habitude, qu'ils ne sont pas intéressés, etc. Quand ils sont dans l'épicerie solidaire, quand ils sont dans le jardin partagé, quand ils seront dans la démarche associative impulsée à la fois par la mairie, mais aussi les acteurs du territoire, eh ben, ils participent au faire ensemble et ce faire ensemble les amène vers de l'action politique authentique. Ensuite, sur les réseaux sociaux, moi je suis d'accord, je blâmerai pas l'outil technique en tant que tel, mais plutôt la dérive capitalistique, c'est-à-dire la centralisation à la fois technologique et économique. Mais là, ça nous amènerait dans un débat, il faudrait 3 heures de plus. Oui, et puis on aura l'occasion peut-être lors de prochaines assises d'en discuter. Alice, tu auras le mot de la fin. Ouais, je sais. Tu as combien de temps? On est déjà en retard, donc tu as 1 minute 30. Ah bah, vas-y, fais au max. Non, je repensais sur justement la techno et les réseaux sociaux. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans ce que vous avez dit, monsieur. Je suis victime très régulièrement de cyberharcèlement. Et je crois que dans le fait de vouloir s'engager et vouloir du pouvoir, il y a toujours cette peur de devenir visible, parce que devenir visible, c'est d'autant plus exposé à la haine en ligne. La haine, elle n'est pas nouvelle, la haine en ligne, ça c'est un fléau aujourd'hui. Et ça rejoint ce que vous disiez sur le désir de pouvoir. Alors il y a ceux qui y pensent en se rasant le matin, le pouvoir pour le pouvoir. Et puis il y a ceux qui savent que, je crois en tout cas, le pouvoir c'est un outil pour l'impact et pour ce qu'on veut faire. Moi j'appelle ça l'intégrité. Et c'est des mots qui n'apparaissent pas énormément en politique. Et il y a aussi ce syndrome de l'imposteur, ce fichu syndrome de l'imposteur, je pense, de se dire, OK, je veux le pouvoir. Les 2 sondages qu'on avait fait tout à l'heure sont quand même assez révélateurs. On a beaucoup de séquences à l'académie sur spiritualité, désir de pouvoir, comment y aller avec éthique, avec intégrité, avec des gens comme Jean-Baptiste de Foucault, que je pense pas mal de personnes dans la salle connaissent. Et j'irai conclure, moi, sur faire ma popote personnelle. Si on veut que ça change, moi, je vous invite vraiment à nominer des gens pour rejoindre l'académie, à vous faire nominer éventuellement vous-même, parce qu'il n'y a pas que l'académie, il y en a plein d'autres, des structures qui font de la mobilisation et d'accompagnement pour entrer en politique ou pour avoir plus d'impact. Et au-delà de ça, pas que pour la politique, et dans le monde associatif. Mais je reprends ce que disait monsieur. Comment on fait en sorte d'aller mobiliser des jeunes qui, eux, vont vouloir être dans l'acte, mais qui ne vont pas forcément vouloir s'engager plus? Parce que c'est ça aussi, dans l'idée, on a beau nominer, enfin voilà, on est aussi peut-être face à des générations qui vont vouloir être plus dans l'action, voir concrètement. Moi, je vois des gamins de 16 ans qui bousculent des montagnes, qui se mobilisent. Fridays for Future, notamment, qui m'impressionnent beaucoup. Ils ont 18 ans, ils sont à l'Assemblée nationale tous les jours, ils font des trucs extraordinaires. Et on est... Les jeunes ont peut-être moins envie de s'engager, mais j'ai jamais vu une génération aussi mobilisée et aussi organisée et aussi innovante. Donc, bien sûr, accompagnons-les et surtout donnons-leur une crédibilité. Et ça vaut pour les jeunes, pour les femmes, pour les musulmans, pour les personnes racisées, pour les vieux, pour toutes les personnes qui se sentent exclues aussi des systèmes de pouvoir. David, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, juste un mot sur la jeunesse. Ce qui a un peu changé, c'est qu'il y a, en gros, dans les années 50, si je caricature à fond, on acceptait de travailler dans des entreprises dont on ne partageait pas complètement les valeurs, c'était le monde fordiste, etc. Mais on militait dans des syndicats et des partis politiques à côté. Donc c'était les réunions le soir, le week-end, etc. Là, avec la jeune génération, la focale a un peu changé. C'est le travail qui est devenu le support principal d'engagement. C'est-à-dire qu'on veut de l'impact. Ça, c'est un mot très à la mode, qu'on utilise parfois un peu abusivement. C'est un peu galvaudé, mais ça veut dire qu'on ne veut plus travailler pour des entreprises dont on estime qu'elles font du mal à la planète, qu'elles font du mal à la société. On parle maintenant d'entreprises à impact. Par contre, on milite. Voilà, alors c'est pour ça qu'il faut faire développer cette économie, l'économie sociale et solidaire, l'économie de l'impact. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'engagement dans la durée dans des organisations type syndicats ou partis politiques. Il y a des causes, féminisme, et Fridays for Future, etc., avec des engagements, il faut le dire, qui sont d'une intensité variable quand même. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est quelques clics sur Instagram. Non, quand on clique sur Instagram, on n'est pas engagé pour les Ouïghours. Voilà, c'est un peu facile. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qui est intéressant, c'est cette politisation. Regardez ces discours de jeunes ingénieurs diplômés qui disent « Moi, je ne veux pas travailler dans des entreprises qui font du mal à la planète. » On peut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des débouchés
Donc la formation, c'est essentiel. Le monde du travail, c'est essentiel. Et c'est pour ça, je reviens, pardon de revenir au départ, la démocratie des parties prenantes. On a besoin du monde associatif, on a besoin des entreprises, parce que maintenant, c'est dans l'hybridation qu'on va construire nos coalitions et qu'on va construire l'action au service de la transition. Merci beaucoup à tous les trois. Merci David, Alice, Sarah.